Bon, bonjour. Économie positive, entreprise positive, grandes entreprises lucratives qui pensent différemment, et puis quelques entreprises non lucratives qui se développent avec le temps. Entreprise dont on m'a demandé de vous parler, entreprise sociale, ça s'appelle le groupe SOS, né il y a 30 ans, pas d'actionnaires, pas de dividendes, pas de salaire qui dépense 10 fois le SMIC, pas de stock option, pas de golden parachute, pas de... Voilà. Nous étions quelques-uns bénévoles il y a 30 ans, nous sommes 12 000 salariés aujourd'hui, on fait 10 à 15% de croissance annuelle et tout ça sans aucune espèce de stratégie, ni stratégie de développement pour une entreprise qui fait 15% par an depuis ces dernières années. Nous nous sommes contentés d'écouter le monde qui nous entourait et d'essayer de répondre aux besoins qu'on ressentait autour de nous. Donc c'est une démarche assez simple. Il y a 30 ans, avec un camarade qui s'appelait le professeur Olivenstein, il y avait un vrai sujet dans ce pays pour accueillir les toxicomanes et très peu de structures de soins. Donc SOS est né en multipliant dans le pays un certain nombre de structures de soins pour toxicomanes. Et nous sommes 30 ans après toujours le premier offreur de soins pour des usagers de drogue qui veulent s'en sortir. Et puis, à peine la structure pour usagers de drogue était lancée qu'arrivait l'épidémie de VIH. Et donc, l'ensemble des structures publiques, privées, se sont retrouvées démunies face à une maladie qu'on ne savait pas soigner, qui à l'époque était mortelle. Et il fallait accompagner très vite des milliers de patients dont la durée de vie était extrêmement courte. Et puis, heureusement, il a fallu faire évoluer cette structure parce que les patients vivaient plus longtemps en situation très compliquée, puis ensuite plus longtemps en situation de malade chronique et aujourd'hui heureusement avec la même durée de vie que les autres. Et donc au fil du temps, on a essayé d'axer notre action sur ce qu'on ressentait, les besoins essentiels de la population. Avec l'accès aux soins, nous gérons une dizaine d'hôpitaux, donc des hôpitaux privés non lucratifs. Nous gérons une soixantaine de maisons de retraite médicalisées. Nous gérons des structures qui accueillent des enfants, de l'aide sociale ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous gérons des entreprises d'insertion. Enfin, peu importe le poème à l'après-vert. L'idée, c'était simplement de répondre aux besoins que nous sentions autour de nous et de faire évoluer cette entreprise, qu'elle soit agile et très vite avec une nécessité d'avoir une vraie logique économique. Prévoir la baisse des finances publiques n'était pas très difficile et donc pas créer une entreprise au service des pauvres mais une entreprise au service de tous dans lesquels ceux qui n'avaient pas de revenus seraient admis. Et ceux qui ont des revenus permettent à l'entreprise de fonctionner. Ça veut dire que aujourd'hui, dans l'entreprise SOS, les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, les maisons d'enfants, les structures pour personnes vivant avec un handicap sont des structures ouvertes à tous. Et ceux qui n'ont aucun revenu sont pris en charge. Et ceux qui ont des revenus participent en fonction de leurs revenus pour faire en sorte que les 700 millions d'euros de budget annuel du groupe SOS puissent continuer à fonctionner et continuer à se développer. Ce secteur de l'entrepreneuriat s'est développé. Nous étions à l'époque une série d'autodidactes sympathiques, sans expérience ni grandes compétences. Depuis quelques années, nous sommes rejoints par la moitié des promotions d'HEC, de l'ESSEC, de l'X. Nous sommes très heureux, en tout cas à SOS, d'accueillir tous ces jeunes gens. Ils sont pleins de bonne volonté. Ils sont éminemment meilleurs que nous. Ils vont aller plus vite. Ils savent faire. On doit avoir une quarantaine d'entreprises d'insertion dans le groupe SOS. On fait du bâtiment, des boutiques de commerce équitable, du traiteur, on fait un certain nombre de choses. Première entreprise, moi j'ai acheté que sais-je sur l'entreprise commerciale pour essayer de comprendre comment ça marchait. Aujourd'hui, évidemment, ceux qui arrivent ont une certaine pratique de la gestion d'entreprise et nous rejoignent d'univers très différents. D'abord, il y a quelques années, des jeunes gens très diplômés et plutôt jeunes, et puis avec le temps, des hauts fonctionnaires qui ont consacré leur deuxième partie de carrière en venant travailler chez nous, des cadres du privé lucratif qui ont voulu donner un nouveau sens à leur vie, et tout ça, ça crée une entreprise qui n'a toujours pas d'actionnaires, qui n'a toujours pas de dividendes à verser, ce qui fait de moi un patron heureux,
et qui doit rendre compte de son impact social, de son impact environnemental et de son impact économique, parce que, évidemment, il faut que tout ça fonctionne. Donc, nous restons attentifs, nous essayons d'être agiles, nous essayons d'avoir une structure extrêmement professionnalisée, en mélangeant les univers, ce qui n'est sans doute pas la forme aboutie du point de vue économique. On travaille très bien avec les pouvoirs publics et particulièrement les collectivités territoriales. On travaille extrêmement bien avec les grandes et les moyennes entreprises. On essaie de construire au fur et à mesure des besoins de la population des dispositifs très professionnalisés qui permettent de répondre rapidement aux besoins que nous ressentons autour de nous. Alors cette structure, qui est une structure qui gère des établissements, 13 000 salariés, qui essaie de les gérer au service des publics accueillis avec des salariés extrêmement motivés, elle était parfaitement organisée jusqu'à il y a 3 jours. Jusqu'à il y a 3 jours, il y avait des experts comptables qui faisaient de la comptabilité, des juristes, des gens en marketing, etc. Et puis, même si ce n'est pas notre métier central, on s'est dit il y a 3 jours, on ne peut pas rester devant nos ordinateurs pendant que des réfugiés dorment sous les ponts à Paris. Donc depuis 3 jours, l'organisation est un peu différente, c'est-à-dire qu'on a lâché tablettes et ordinateurs. La maison va continuer à fonctionner, c'est un paquebot, il ne dévie pas de sa course très facilement. Par contre, je crains que le siège des SOS ne réponde pas au téléphone aujourd'hui parce que tous ceux qui étaient disponibles se sont mis au service de l'accueil de migrants. Donc on en a accueilli une 50aine hier soir, une 100aine ce matin. On a passé quelques coups de fil à quelques grands patrons de groupes hôteliers qui ont bien voulu nous réserver des places. On a fait en sorte que tout ce qui était disponible en appartement puisse être mis à leur disposition. Et on a mobilisé ceux qui parlaient l'arabe, ceux qui connaissent la procédure de demande d'asile. Et l'ensemble de cette population est aujourd'hui mobilisée pour quelque temps à l'accueil des migrants que nous avons à accueillir sur Paris. Et puis évidemment, quand on aura accueilli l'urgence, on va faire en sorte qu'ils puissent vivre et avoir des logements décents et aussi apprendre le français et puis sans doute réfléchir à la manière de les aider à trouver un job ou à créer un job parce qu'un certain nombre d'entre eux qu'on a vu arriver dans d'autres pays il y a quelques années sont d'excellents entrepreneurs et nous sommes persuadés que c'est une chance de les accueillir dans ce pays comme mes grands-parents ont été accueillis parce que dans quelques années sans doute qu'ils seront entrepreneurs et qu'ils seront une véritable richesse pour ce pays. Donc encore une fois, on considère que c'est une chance. Et puis, la maison est très raisonnable, elle est très organisée. Et on considère que la raison, c'est indispensable pour comprendre le monde. Mais en fin de compte, le cœur, c'est encore mieux si on veut le faire avancer. Merci. Donc on va s'asseoir. On va s'asseoir si vous voulez bien. Non mais justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, tout simplement, en vous introduisant, c'est que si je parlais du fait que avec vous, on a l'impression que notre monde est possible, c'est que je vous avais entendu très concrètement tout à l'heure, je peux le dire maintenant puisque vous l'avez dit vous-même, je vous ai entendu très concrètement tout à l'heure gérer par téléphone l'accueil de réfugiés, de plusieurs centaines de réfugiés à Paris. Les équipes réagissent bien. Je pense que le siège est désert. Tout le monde a lâché ordinateur, business plan, sujet en cours. Tout le monde est parti dans les hôtels où nous pouvons en ce moment accueillir les gens qui ont dormi sous les ponts de Paris la nuit dernière. Donc c'est évidemment un formidable élan. Ils ne sont pas venus travailler à SOS pour rien, même s'ils sont comptables, juristes ou doctorants. Tous ceux qui ont une capacité à distribuer des produits d'hygiène, à trouver des repas, à monter des meubles Ikea, sont mobilisés. Et donc HEC, visiblement, a une certaine compétence pour monter les meubles Ikea. J'ai découvert ça hier soir, ça doit être le cursus, mais
Pour le montage des meubles Ikea, je pense qu'HEC a la palme pour cette semaine. Bon, bah, écoutez, ça doit être pour ça. Alors, j'ai pas fait HEC, ça doit être pour ça que j'arrive pas à monter les étagères. Mais sans évidemment prôner le fait de se désintéresser d'actions comme celle-là, est-ce que on n'est pas dans un système un peu vicié quand finalement c'est aux citoyens, à tout un chacun, de suppléer ou de pallier les insuffisances du politique et de la décision politique? Alors, en l'occurrence, on ne pallie pas, on est au service. Le préfet de la région Île-de-France a coordonné ses actions avec la préfète de Paris. Et donc, on a échangé par SMS jusqu'à tard hier soir et depuis tôt ce matin. L'État coordonne, l'équipe d'Anne Hidalgo à Paris a mis à disposition un certain nombre de moyens. Nous sommes la cheville ouvrière qui permet de mobiliser très vite des travailleurs sociaux, des traducteurs, ceux qui ont la connaissance de la demande du droit d'asile, en parfaite coordination avec les pouvoirs publics et les maires locaux, même si évidemment hier, 11 des appartements qui ont été prévus dans une commune de la région parisienne ont dû rester vides parce que la maire a décidé que nous ne pouvons pas accueillir 11 migrants dans sa commune. On va faire avec. L'immense majorité des élus locaux est plutôt extrêmement favorable. J'ai eu un certain nombre de grands patrons d'entreprises que j'ai mobilisés aussi et qui sont tous prêts à faire des choses sans être cités, mais à trouver des solutions pour demain sur l'insertion, sur la formation, sur l'apprentissage du français. Donc je dois dire que l'immense majorité de nos contacts est en train de se mobiliser, ce qui redonne une certaine foi dans ce pays et dans ses habitants. Mais puisque j'ai lu que There is no alternative, le fameux TINA, était finalement pour vous tout le contraire de ce que vous êtes et de ce que vous voulez faire. Est-ce que, sans évidemment faire de politique à cette tribune, mais après, finalement pourquoi pas, est-ce que l'arrivée de Podemos au pouvoir, par exemple en Espagne, est-ce que l'arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste en Grande-Bretagne, même s'il est à la tête d'un parti et pas à la tête d'un pays, ou l'arrivée de Syriza en Grèce, malgré ce qu'on a vu ces derniers mois, vous donne l'espoir qu'effectivement une autre politique sera un jour possible et qu'il y a une alternative aux années de dérégulation et de libéralisme qui ont marqué ces 30 dernières années? Pour retrouver une confiance dans les nouveaux arrivés dans le monde politique, je vais attendre de voir ce qu'ils font et pas me contenter d'écouter ce qu'ils disent. La réalité, c'est que la solution, elle est comme toujours dans la salle et pas à la tribune. On a les élus qu'on mérite. On doit effectivement être de plus en plus en situation d'avoir des exigences claires et de contrôler l'action de ceux que nous avons élus. Je pense qu'il y a une mobilisation globale de la société, évidemment avec quelques extrêmes qu'il faudra un jour ou l'autre réduire au silence, mais pour le reste, objectivement, un grand mouvement des citoyens qui est en train de se mobiliser pour que nous restions réellement une terre d'asile. Et c'est un mouvement qui est ancien en France. On sait bien que la France est un pays, alors je ne parle pas seulement de l'asile, mais qui est un pays où les gens s'investissent énormément dans les associations, où ils sont très à l'écoute, très en empathie avec ceux qui pourraient avoir besoin de leur aide pour quelque raison que ce soit. Est-ce que parce que il y a cette réalité, et puis il y a ce qu'on entend beaucoup dans les médias, donc je prends ça pour mon propre grade, qui est plutôt un discours de rétrécissement, de renfermement, de repli sur soi, d'égoïsme. Alors est-ce que vous, sur le terrain, vous constatez cette tendance au repli sur soi, ou est-ce que les Français, est-ce que la France reste un pays d'ouverture à l'autre ? Il y a quelques années, nous avons installé un premier centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans zone rurale. Et ça s'est objectivement pas très bien placé au début, parce que malgré tout le travail qui avait été fait de conscientisation de la population, les élus ont résisté, la population était inquiète. Et puis, les années passant, l'arrivée de ces familles de migrants a permis de conserver l'école, parce qu'il n'y avait plus suffisamment d'enfants. Évidemment que les quelques artisans du village, devant 150 personnes de plus qui habitaient aux alentours, ont retrouvé de l'activité. Et j'ai même aperçu le curé qui était ravi,
parce que depuis très longtemps, la petite église du village qui était désertée s'est vue peuplée de toute une série de catholiques venus du monde entier qui habitaient notre CADA et qui étaient absolument présents à la messe du dimanche. Donc du boulanger au curé en passant par le maire, je crois que l'arrivée de ces migrants a permis à ce village de revivre. Et si on accepte d'ouvrir nos portes et nos bras, je pense que ce sera objectivement une chance pour l'ensemble de ceux qui accepteront d'accueillir les migrants qui sont à nos portes. Merci beaucoup. Je vous en Merci, prie. M. Boalou. Merci beaucoup.